Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, inauguration d'une centrale solaire à Takpapieli par le chef de l'État. Il devrait alimenter le village et ses environs, environ 2000 ménages. Nous serons sur place tout à l'heure en début de journal. Lomé, depuis ce matin, capitale du réseau des cliniques juridiques francophones. Quatrième colloque du genre pour apprendre, échanger, approfondir les connaissances, les précisions dans un instant. Et puis le bac 1 sport, depuis ce matin, les candidats répartis dans plusieurs centres décrits dans tout le pays avec des disciplines diverses. Le ministre des Sports, Guy Madié Lorenzo, était au collège Saint-Joseph pour voir les candidats concourir ce matin. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Direction d'abord ce soir Takpapieli dans le sud Oti, un village d'environ 2000 ménages bientôt électrifiés et même au-delà. Le chef de l'État y était ce matin, il a inauguré une centrale solaire. On parle d'une puissance de 1000 MW crête. Les précisions dans un instant. Image d'abord de l'arrivée du président Fornia Singbe sur place ce matin à Takpapieli, l'ambiance qui a régné en fond sonore. C'est normal. C'est normal. Application dans le développement du milieu. Et voilà donc l'ambiance sur place ce matin. Takpapieli, l'accueil des populations du chef de l'État, est parti donc inaugurer une centrale électrique. La centrale électrique, comme je vous le disais, on parle donc de 100 MW qui devrait donc alimenter tout le village et ses environs, 2000 ménages environ. Un sujet, vous voyez là donc les images de la centrale électrique. Nous reviendrons bien évidemment à plus en détail sur le sujet dans nos prochaines éditions. Autre projet évoqué, la plateforme gestion des terres et de l'eau, lancée cette fois par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. En quoi consiste précisément cette plateforme lancée dans la foulée d'un nouveau cadre stratégique d'investissement et des ressources forestières? Eh bien, voici les explications de Sandra Ziagbe avec Ramdan Bassina.
Le Togo a élaboré un programme d'investissement pour l'environnement et les ressources naturelles à travers le projet PNIERN. Ceci afin de favoriser la coordination de toutes les interventions des acteurs impliqués. Le but visé est la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et la croissance économique. Au terme de ce projet et au vu des évaluations, le ministère de l'Environnement se dote d'un nouveau cadre stratégique d'investissement. Ce nouveau cadre a été bâti autour de 5 axes, notamment sur la bonne gouvernance du secteur forestier et du secteur de l'environnement, également sur les questions de lutte contre la dégradation des terres et la conservation des écosystèmes, également les questions des changements climatiques, avec à la clé les questions de lutte contre l'érosion côtière et la gestion durable du littoral, de manière à pouvoir booster le secteur de l'environnement et les ressources naturelles. La gestion durable des terres et des eaux est un aspect important dans la recherche des solutions pour la préservation des ressources naturelles, d'où la mise en place d'une nouvelle plateforme. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, prend à bras le corps ces enjeux de développement. Protéger l'environnement est l'une des conditions essentielles d'une vie meilleure pour les populations. Qu'il s'agisse de changement climatique, des innovations énergétiques, de la pollution de l'air, de la gestion des forêts, de l'eau douce et des déchets, la question de l'environnement touche tous les domaines de notre vie. C'est dire que les préoccupations environnementales doivent être intégrées dans tous les secteurs et à tous les niveaux pour assurer des meilleures conditions de vie aux populations dans une perspective de développement durable. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé dans un processus de planification à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies permettant de mieux assurer notre progrès vers un réel développement durable. Ce cadre stratégique d'investissement a bénéficié de l'expertise de la plateforme Terra Africa, de la FAO et des autres partenaires. L'ambition première du Togo étant d'assurer la croissance économique d'ici 2030. On pourrait bien parler ici aussi de plateforme. L'expression, vous le savez, est à la mode. Apprendre, échanger, approfondir ses connaissances. Et ce sont les juristes qui s'y retrouvent. 4e colloque du réseau des cliniques juridiques francophones depuis ce matin à Lomé. Il vient ce réseau en appui aux justiciables pour faire mieux connaître leurs droits aux étudiants et chercheurs, d'approfondir leurs connaissances. Aïcha Zebro, Lucassi. Les cliniques juridiques sont devenues ces dernières années l'un des points de focalisation des questionnements relatifs à l'accès au droit au sein de la francophonie. Et pourtant, les recherches ne s'intéressent que rarement à l'accès aux droits des citoyens. Pour trouver des approches de solutions à cette problématique et permettre aux populations d'accéder plus aisément aux droits, les professionnels du domaine de la francophonie, regroupés au sein du réseau des cliniques juridiques francophones, planchent ici à Lomé sur la question. Sera explorer de façon générale les liens qui lient l'université en matière d'accès au droit, notamment du rôle important que peut jouer l'université aujourd'hui en tant que l'un des acteurs de l'accès au droit. Et en la matière, les cliniques juridiques répondent véritablement bien à cette vocation sociale de l'université en créant une sorte de pont entre l'université et la société. C'est pourquoi aujourd'hui à Lomé, nous avions réuni l'ensemble du réseau des cliniques juridiques francophones. L'accès au droit se révèle être une nécessité qui participe à la dignité humaine et au vivre ensemble. Facteur de facilitation des rapports sociaux, l'accès au droit devrait être aussi favorisé en partie par les universités. Ceci à travers des recherches permanentes et un enseignement objectif. Pour que les citoyens aient accès au droit, il ne suffit pas forcément que ce citoyen connaisse le droit. Tout le monde ne peut pas connaître le droit. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens d'entrer en contact avec ceux qui connaissent le droit. Et dans ce cadre, au sein donc de nos institutions, il est possible qu'il y ait des structures qui puissent donc accueillir des justiciables, leur donner des orientations. Ce n'est pas que nous allons nous substituer aux juges ni aux avocats, mais tout justiciable a besoin, qui ne connaît pas le droit, a besoin peut-être d'un premier contact qui puisse l'éclairer sur les démarches à suivre, quels sont ses droits, quels sont aussi ses devoirs.
c'est parce que le citoyen a accès au droit et aussi accès à la justice que lorsqu'il a un problème, il s'éloigne de l'idée d'une vengeance privée. Parce qu'il sait qu'il y a une institution qui va l'écouter, parce qu'il sait qu'il existe des mécanismes qui pourraient lui permettre de faire prévaloir donc ses droits. Ce 4e colloque du réseau des cliniques juridiques francophones mettra donc en relief l'obligation de promouvoir l'enseignement de qualité du droit et l'assistance concrète aux justiciables des universités. Autre sujet évoqué ce soir, le projet Rama 2. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, retenez tout simplement que c'est un projet d'alphabétisation piloté par le ministère de l'Action sociale. Son contenu a fait l'objet d'une rencontre ce matin à Lomé. Cette phase 2 est en préparation justement. On va en savoir un peu plus avec Fafa Dalmeda et Gérald Agoudjou. L'alphabétisation est un outil sur lequel tous les pays s'appuient pour leur développement. Elle constitue également une opportunité à offrir à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et de s'ouvrir sur le monde. D'où le projet Recherche et Action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation Rama Phase 2, initié par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les acteurs concernés échangent ici sur le référentiel harmonisé de la Rama Phase 2 en vue de s'approprier son contenu. Après la formation, après les évaluations, on donne des résultats. Bon, il se fait que ces résultats-là ne répondent pas à la norme internationale. Si bien qu'il est maintenant question de faire une analyse à partir de la mesure action, de la recherche-action sur les mesures des apprentissages des programmes d'alphabétisation. Donc ça permettra en même temps d'avoir des informations fiables, ça permettra d'avoir des informations scientifiquement prouvées, et puis ça nous permet également au niveau du politique de faire en sorte que nous ayons un plaidoyer et que le domaine de l'alphabétisation puisse avoir des résultats fiables. La première phase de la Rama a couvert 3 ans, de 2011 à 2014, 5 pays africains de la zone francophone. Le Burkina Faso, le Mali, le Maroc, le Niger et le Sénégal. Le Togo a adhéré à ce programme qui s'étale sur 3 ans, de 2015 à 2018, pour le compte de la deuxième phase. L'adhésion du Togo à la Rama 2 a permis à notre pays de disposer d'un référentiel de compétences dont le contenu prend en compte les points communs et les spécificités des 12 pays qui y ont adhéré. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour offrir des programmes de qualité pour la formation des Togolaises et Togolais sans distinction d'âge, de sexe et de conditions sociales dans la perspective du renforcement du capital humain. Le programme de la Rama a enregistré des résultats satisfaisants depuis son lancement, ce qui a suscité l'adhésion de 7 nouveaux pays, notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Tchad, la RDC et le Togo dans le contexte de la mise en œuvre de la Rama Phase 2. C'est un constat, les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO restent faibles. Pourquoi? Eh bien, en inclure le groupe d'action et de réflexion sur l'environnement et le développement, GARED en abrégé, les professionnels, notamment les commerçants, sociétés civiles aussi, n'ont pas une meilleure connaissance du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, d'où cette rencontre à Lomé pour mieux expliquer les choses. Rufine Komaklo et Kwesala. Avec plus de 300 millions de consommateurs, la CEDEAO ne contribue que très faiblement aux échanges commerciaux internationaux. Selon les statistiques établies par la cellule CEDEAO-UEMOA, la part de l'espace dans le commerce mondial ne représente que 0,7%. De surcroît, les échanges intra-communautés restent encore faibles. Le groupe d'action et de réflexion sur l'environnement et le développement GARED a réuni organisations professionnelles de commerce et de la société civile pour échanger non seulement sur le protocole de la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi sur les accords de partenariat économique.
L'objectif est de relever les défis liés à l'intégration économique dans la sous-région. Le GARED a décidé d'organiser cette journée de réflexion pour voir ce qui a été fait durant février 2016, les acquis, ce qui a été observé au niveau des différentes frontières. Et ensuite, nous voulons également initier un dialogue multi-acteurs de tous les acteurs qui travaillent sur les protocoles, sur la circulation des marchandises et des biens pour faire le suivi des différents tests communautaires de la CEDEAO. L'initiative a reçu l'appui financier de la cellule CEDEAO UEMOA. Et comme l'ambition des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est d'arriver à asseoir une CEDEAO des peuples, un clin d'œil est fait ici au projet de création de la zone de libre-échange continentale, projet en gestation au niveau de l'Union africaine. L'actualité à l'étranger, il s'y est engagé dans son discours de Ouagadougou. Rappelez-vous, Emmanuel Macron vient de lancer le chantier de la restitution des œuvres d'art aux pays africains. Il a nommé à cet effet 2 experts culturels. Ils devraient rendre leurs avis sur la question d'ici à novembre. Samuel Déby. La restitution des biens culturels par la France à l'Afrique se précise. Lors de ce point de presse mené conjointement avec son homologue béninois Patrice Talon à Paris, Emmanuel Macron affirme avoir confié à 2 experts culturels la mission d'étudier la restitution à des pays africains d'œuvres d'art se trouvant actuellement en France. Emmanuel Macron révèle ici les objectifs de la mission en charge du retour du patrimoine africain à l'Afrique. Il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission donc, qui se déroulera durant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi certaines œuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté, ce qui est le cas du Bénin. Cette démarche de restitution d'œuvres d'art à l'Afrique avait été annoncée par Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou l'an dernier. Il a affirmé dans son discours que d'ici 5 ans, les conditions seront réunies pour un retour du patrimoine africain à l'Afrique. Le président Talon à Paris se félicite de la mise en place de cette mission d'experts culturels qui permettra au Bénin de retrouver son patrimoine culturel perdu. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter dans notre offre touristique, patrimoniale, ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France. Les 2 experts culturels de cette mission de restitution d'œuvres d'art à l'Afrique devront examiner les conditions dans lesquelles les œuvres pourront être rapatriées puis protégées dans leur pays d'origine. Et voilà, donc dans le reste de l'actualité, l'employabilité et l'insertion des jeunes, préoccupation majeure aujourd'hui et pour les décideurs et pour les concernés. Beaucoup de projets lancés, vous le savez, ici et là, des mécanismes mis en place pour faciliter justement l'insertion des jeunes. Retour sur ces différents projets. Ce qui est fait exactement aujourd'hui, c'est avec Gérald Agoudou. L'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, est la relève du programme de volontariat Provenat initié par le gouvernement togolais depuis 2011. Un outil innovant pour la promotion du volontariat inclusif basé sur l'engagement citoyen au service du développement du Togo. Ce qui s'est traduit par des acquis enregistrés dans le sens de l'employabilité et du renforcement des compétences pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. À ce titre, la NVT s'est illustrée en facilitant l'accès à des emplois mieux rémunérés, faisant des jeunes diplômés des contributeurs au développement socio-économique du pays. Des milliers de jeunes volontaires enregistrés par vagues successives, mobilisés, suivis, accompagnés et déployés sur toute l'étendue du territoire dans des secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et bien d'autres domaines de développement du pays. Aujourd'hui, les 5 régions économiques du Togo sont dotées de centres de volontariat afin de mieux permettre à la jeunesse sans emploi d'acquérir les premières expériences professionnelles pour se vendre plus tard sur le marché du travail. 4 branches de volontariat sont donc offertes. En 2017, par exemple, l'institution a enregistré 7 724 volontaires de compétences mobilisés depuis 2011 à travers 11 vagues. Au titre de volontariat d'engagement citoyen, 7 303 jeunes ont été mobilisés dans 17 villes du Togo.
13 volontaires nationaux ont été envoyés et reçus dans les échanges en termes de volontariat international de réciprocité. Le volontariat senior, pour sa part, compte plus de 380 personnes, dont 50 femmes. Pour mieux rendre visibles ces actions, l'Agence nationale de volontariat au Togo compte s'appuyer sur la participation des médias, ce qui justifie des séances de travail entamées depuis ce début d'année avec les professionnels de ce secteur. L'institution a pour défi et perspective cette année 2018 l'amélioration du niveau de mise en œuvre des activités pour l'atteinte des objectifs escomptés du volontariat au Togo. Il s'agit d'opérationnaliser le système de mobilisation des ressources financières additionnelles, renforcer le mécanisme de contribution financière des sociétés aux frais de gestion des volontaires et le suivi du mécanisme d'évaluation à base de l'application informatique élaborée. La formation et des séances de renforcement des capacités du personnel de l'ANVT ainsi que des volontaires dans les différents compartiments font également partie des priorités de l'année 2018. Dans le contexte de l'adaptation au système de réseautage, l'Agence nationale de volontariat au Togo ANVT compte jeter les bases de la mise sur pied d'une plateforme de volontariat au Togo et de l'élaboration du rapport annuel de ce secteur appelé à réduire sensiblement la pauvreté et le chômage des jeunes sortis des écoles de formation. Les jeunes déscolarisés ou peu scolarisés sont également couverts par l'ANVT. Au-delà des partenaires, notamment les organisations non gouvernementales représentées dans les différentes régions du pays, la NVT œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et bien d'autres institutions techniques et financières. Pour le gouvernement, le volontariat sous toutes ses formes sert d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. Le volontariat s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exclusion socio-économique des jeunes. Il permet aux jeunes scolarisés ou non de prendre leur destin en main à travers divers projets comme l'auto-emploi, les activités génératrices de revenus et l'apprentissage. Et cette question à présent, question importante, quand partez-vous à la retraite? Bientôt, dans 2, 5, 10 ans. De toute façon, ça se prépare et notamment au niveau de la caisse de retraite du Togo, il y a bien un dossier à constituer. Le nombre de pièces à fournir est simplifié aujourd'hui et minimise du coup les difficultés d'une longue procédure qui retarde parfois le délai de paiement de la pension. La réforme, les avantages pour les bénéficiaires, c'est dans ce document de Emmanuel Calgora avec Ferdinand Chassoua. La Caisse de retraite du Togo, un organisme de prévoyance sociale pour les employés du secteur public. Elle assure le recouvrement des cotisations pour pension et le paiement des prestations liées à ses droits. Pour la jouissance des pensions civiles et militaires, les formalités administratives autrefois lentes et complexes se trouvent à présent allégées et raccourcies grâce à des réformes en cours. Les raisons sont les suivantes. Il s'agit principalement de réduire les démarches administratives en créant un guichet unique qu'est la caisse de retraite du Togo, parce que par le passé, lorsque un retraité est admis à faire valoir ses droits à la retraite, il a affaire à plusieurs administrations. Deuxième raison, c'est de réduire aussi un peu le volume du dossier de pension, à savoir réduire les pièces constitutives des dossiers de pension. Parce qu'avant la simplification, le retraité doit fournir à peu près 23 pièces, mais avec la simplification, les pièces sont réduites à 9. Voilà, donc c'est une innovation. Et derrière, il y a aussi l'idée de réduire les coûts de constitution de dossiers de pension. Il s'agit aussi d'accélérer le traitement des dossiers de pension des retraités. Aujourd'hui, nous nous situons à une moyenne de 3 mois à partir de la date de dépôt du dossier. Nous nous situons à une moyenne de 3 mois en ce qui concerne les civils pour entrer en jouissance de leur pension de retraite, alors qu'il y a quelques années, la moyenne tournait autour de 2 ans. Le recrutement dans la fonction publique au Togo se fait essentiellement par voie de concours et dès lors, chaque fonctionnaire est déclaré à la caisse de retraite pour avoir une carrière régulière donnant droit à une pension. Malgré nos sensibilisations, beaucoup de fonctionnaires
ne s'y prennent pas à temps. Ils attendent généralement vers la fin de leur carrière pour approcher la caisse de retraite Togo pour savoir ce qu'ils doivent faire. Alors, ce que moi je donne comme conseil, c'est que dès la nomination, le fonctionnaire ouvre un dossier. On peut l'appeler dossier de pension de retraite ou dossier de carrière. Il ouvre un dossier et il verse dans ce dossier tous les actes administratifs le concernant. Le contrôle physique périodique que nous effectuons répond à plusieurs soucis. L'objectif premier, c'est d'avoir une bonne maîtrise de l'effectif de nos pensionnés. Deuxième souci ou objectif, c'est d'éviter des charges indues. Les contrôles physiques des pensionnés ont permis à la Caisse de retraite du Togo de réaliser un bénéfice de 3 milliards de 2010 à 2016. Les conditions d'admission à la retraite des agents publics sont fixées par la loi numéro 2008/002 du 26 mai 2008. C'est un passage obligé pour les candidats à l'examen du bac 1 sport a commencé ce mardi. Épreuve ce matin ici, vous allez le voir au collège Saint-Joseph. C'est en présence du ministre Guy Lorenzo. Ils sont 59 514 candidats au baccalauréat première partie des enseignements généraux et techniques à faire l'examen sportif. Depuis ce lundi, ils sont soumis à 6 épreuves, la vitesse, la résistance, le poids, le grimpé, les sauts en hauteur et en longueur. Les ateliers sont ouverts tous les matins et les candidats sont traités dans chaque atelier. Chaque enfant choisit 3 disciplines sur 6 et il est évalué dans les 3 disciplines. Les candidats n'éprouvent pas de difficultés et sont confiants. On est en train de faire le poids après le saut. Les choses ont bien commencé, je suis en forme, je suis à l'aise, sinon ça se passe bien. 48 centres sont retenus sur toute l'étendue du territoire. À Lomé, le ministre en charge des sports était au lycée de Tokoin et au collège Saint-Joseph où il a constaté le bon déroulement et l'effectivité de l'examen sportif. Les conditions matérielles d'organisation sont ce que nous avions prévu et tous les enseignants s'accordent à dire que d'un point de vue organisationnel, cette année, il y a un grand mieux. Ils sont très contents. Nous voyons aussi que les élèves, depuis le début, on n'a pas eu d'accident et c'est vraiment très positif. Ce n'est pas une discipline qu'il faut délaisser, au contraire, parce que c'est l'occasion de pouvoir montrer sa forme physique d'une part, mais aussi un peu plus calculateur, de faire un amas de points en attendant que les épreuves écrites ne commencent. Après cet examen, les candidats seront soumis aux épreuves écrites du 22 au 26 mai 2018. Et voilà, ça rappelle bien des souvenirs. L'art oratoire célébré depuis ce matin par le collectif des artistes, conteuses et chanteuses d'Afrique francophone. Ces artistes viennent de lancer le festival Voix des Reines 2018. C'est la 3e édition sous le thème cette année, femmes artistes face aux contraintes de leur métier. Ça ne manque pas. Sergine, Raimondo, Viviane Sophie avec Yasmine Kodia. Chers amis de la presse, messieurs et mesdames, Voix des Reines, une plateforme qui promeut l'art oratoire à travers les prestations des femmes conteuses et chanteuses. Un rendez-vous culturel qui permet aux femmes de rendre visible leur savoir-faire et leur place dans le développement socio-culturel de l'Afrique. Pour l'année 2018, la 3e édition porte sur la thématique « Les femmes artistes face aux contraintes de leur métier ». Nous avons des difficultés en tant qu'artiste femme, à persévérer dans notre travail, dans notre domaine. Si aujourd'hui, à partir de mon événement Voix des Reines, j'arrive à avoir un truc de réseau de femmes porteuses d'événements, on peut sauver certaines femmes, nos sœurs, nos petites sœurs, celles qui vont arriver après nous. Elles n'auront pas les problèmes que nous avons vécus.
Le conte est l'un des éléments identitaires de la tradition africaine et Thérèse Yao en fait une passion. Je suis fille de paysan, j'ai grandi dans un village. Au clair de lune, nous on chantait, on apprenait à chanter auprès de nos grandes soeurs, de nos mamans. Et on va chanter, on va danser au clair de lune parce que Thérèse Yao est là. Parce que Fatih Fousseni est là. On ne va pas dormir, on va chanter, on va danser jusqu'au petit matin. Sur le podium du festival Voix des Reines 2018, 10 artistes venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso vont prester aux côtés de leurs homologues togolais. L'apothéose des Voix des Reines est prévue pour le 8 mars prochain à Goethe Institute à Lomé. Et voilà qui promet bien, je rappelle l'inauguration ce mardi d'une centrale solaire dans le village de Dakpapieni et ses environs, une centrale électrique d'une puissance de 100 MW par le chef de l'État. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment justement du côté de Dakpapieni dans le sud-Oti, et comme d'habitude toujours fidèlement, très belle soirée.